j'allais enfin devenir chirurgien. Et avec ça, la consécration de toute une partie de ma vie, Je suis le docteur Bellat, comme vous avez prévenu. entièrement vouée Vous avez des questions avant l'intervention? à atteindre ce rêve. Et merde. Septembre 2021. Je suis dans la salle de staff du service d'urologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et je viens de passer mon ultime examen, qui me donne enfin accès au Saint Graal, mon diplôme d'urologue. Ça y est, c'est la ligne d'arrivée d'un très long parcours. 13 ans après être entré en première année de médecine, le voilà. Félicitations. Nous avons l'honneur de vous décerner votre diplôme de chirurgien urologue. Une petite feuille A4 qui atteste noir sur blanc que je suis enfin un chirurgien qui a fait ses preuves. Quels sont vos projets pour la suite? Mes projets pour après, j'en ai aucune idée. À partir de maintenant, 2 chemins s'offrent à moi. Soit je continue ma carrière à l'hôpital public, soit je décide de m'installer dans le privé. Mais bizarrement, rien de tout ça ne m'enchante. Alors je leur réponds que je sais pas trop, que j'ai pas encore réfléchi. Je sens leur regard interrogatif se poser sur moi. Mais pourquoi ils me regardent comme ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Ils doivent se dire que je serai jamais un bon médecin, que je le mérite même pas ce diplôme. Non mais si, peut-être, tout compte fait, je vais m'installer. Tous les autres font ça, alors pourquoi je ferais différemment? Je vais quand même pas arrêter. Une main tendue me tire de ma rêverie. C'est mon ancien chef de service, qui me regarde souriant et me dit « Bienvenue au club ». Je récupère mon diplôme et je quitte les lieux. Mes projets pour après. Dans l'ascenseur, plein de sensations m'envahissent. Il y en a une qui reste imprimée profondément en moi. Ce désir puissant qui m'a traversé à d'innombrables reprises, de vouloir m'enfuir en courant le plus loin possible. Courir de tout mon sou, balancer mon téléphone de garde contre le mur, en rire, voir les portes de l'hôpital à portée de vue, les franchir, se retourner et faire un énorme bras d'honneur en continuant à rire. Pourtant, je l'ai jamais fait. La Pitié-Salpêtrière. J'y ai passé 6 mois en tant que jeune interne de chirurgie urologique. L'un des semestres les plus durs de mon internat. En passant devant les bâtiments de cette gigantesque ville dans la ville, les souvenirs me reviennent. Les visages de patients rencontrés. Ceux auxquels je me suis attaché et dont je me souviendrai toujours. Que j'ai pu soigner, soulager, voire guérir. De cette satisfaction géniale de les voir quitter l'hôpital, reconnaissant. De cette ambiance si particulière de l'hôpital dans laquelle la mort n'est jamais loin. Je me souviens du bloc opératoire, évidemment. Des prélèvements d'organes qui duraient des heures au beau milieu de la nuit. Des interventions chirurgicales compliquées où tout semblait perdu, mais où on finissait quand même par s'en sortir. De ce soulagement de retirer sa tenue de bloc après avoir épuisé son stock d'adrénaline et d'enfin pouvoir s'asseoir. Me reviennent les milliers de clopes fumées en bas du bâtiment de chirurgie. Des rires, des moments à se serrer les coudes entre internes, des soirées en salle de garde où toute la frustration s'évaporait dans la fête. Je me souviens des larmes, des craquages nerveux qu'on ne raconte à personne, qu'on garde pour soi parce qu'il faut paraître invincible. Des 56 patients hospitalisés à gérer seuls avec un téléphone de garde qui sonnait en permanence. Je me souviens aussi des moments d'apprentissage incroyables, de chefs brillants, de transmissions marquantes, de tous ces moments où je me suis dépassé. Mais ça compense pas. Ça compense pas le mépris de l'administration de l'hôpital, que ça arrangeait bien de nous voir faire des gardes de 72 heures, mais qui dans le fond en avait rien à foutre de nous, du respect du temps de travail, du repos de garde, de la pénurie de personnel, et qui ne pensait qu'aux chiffres et à la rentabilité. Et comme si ça suffisait pas, dans cette ambiance chaotique, il y avait ces appels de chefs qui demandaient à venir immédiatement pour des requêtes totalement extravagantes. Je me souviens de cette violence qui ruisselait du haut vers le bas,
qu'on nous demandait de taire parce que c'est comme ça qu'on apprend et qui faisait que le moindre dysfonctionnement du service finissait toujours par nous retomber dessus, qui nous donnait cette sensation dégueulasse de devenir contre notre gré, nous aussi maltraitants, avec nos patients ou avec nos étudiants. Je me souviens d'un médecin des urgences à qui j'avais refusé de venir tout de suite pour un patient qui n'était pas urgent, qui m'a rappelé qu'il était Monsieur Tartampion, en précisant ensuite qu'il était le professeur Tartampion, avant d'envoyer un mail furieux à mon patron qui n'a pas manqué de me rappeler que dans cet hôpital, on ne dit jamais non à personne et encore moins à des professeurs. Sérieusement les gars, je me souviens de la gestion de ce service plus écrasante que nulle part ailleurs, avec des supérieurs hiérarchiques dont il fallait voir en garde les patients privés en extrême priorité, même pour les raisons les plus débiles, qui vous font comprendre dès votre arrivée que eux aussi sont passés par là et qu'il n'y a pas intérêt à se plaindre. Sans quoi, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce métier tout compte fait. Mais ils se prennent pour qui, tous ces chefs de service qui ont le pouvoir de faire ou de défaire des carrières, de démoraliser des générations d'internes alors que eux-mêmes restent imperméables et sourds au mal-être des internes de leur service. Mais je vous emmerde! Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'avais tout refoulé, tout mis sous le tapis. Comment est-ce que j'ai pu traverser des semestres aussi intenses, aussi violents physiquement et psychologiquement? Cette formation, c'est un véritable rouleau compresseur. Plus les années passent, plus l'envie d'arrêter est étouffée par une peur. Celle d'avoir fait tout ça pour rien. Tous ces sacrifices, tous ces moments en famille manqués, ces relations amoureuses interrompues, toute cette violence accumulée dans le silence, tout cet apprentissage infiniment long, complexe et douloureux pour que dalle. Et puis, dans un hôpital déjà en plein naufrage, j'ai pas envie d'être un déserteur. Arrêter, ça veut aussi dire décevoir mes parents et avouer à Nina, ma femme, que je suis pas assez fort pour ce boulot. Et puis surtout, arrêter pour faire quoi? Je sais rien faire d'autre que ça. Ça y est, je suis dans la rue à présent. Et j'ai cette impression dérangeante de m'être enfui de prison, d'être un fugitif en cavale, qu'on va venir me chercher de force pour me remettre une blouse sur le dos et me remettre en service. Derrière moi, l'hôpital ne cesse jamais de tourner. Les patients ne cessent jamais de tomber malades. Devant moi, les gens sont là, se baladent, rient, boivent des verres. Et c'est tout un monde qui vit en dehors de celui de l'hôpital. Tiens, un message de Théo. Alors, ce diplôme, je t'attends pour fêter ça à la maison ce soir. Et mec, je suis tombé sur une vidéo, tu vas pas en croire tes yeux. Théo me reçoit dans son appartement de l'Est parisien. Hello! Ça va, mec? Alors, ça va? Bah, dis donc, t'es pressé de me voir. Ah oui. Alors, heureux? Soulagé? Ouais. Ça va? Ça y est. Ça y est? Tu vas pouvoir palper des coucougnettes pour de vrai, ça y est? Ouais, je suis certifié patchouilleur de couilles. Je le connais depuis plus de 10 ans. Depuis le jour où il a lancé la fanfare de la fac. Les Blues Brothers. Blues comme une blouse de médecin. Toutes les amitiés de la fac n'ont pas survécu au temps qui passe. Mais certaines sont devenues plus fortes que jamais. Étonnamment, celles qui ont tenu ont quasiment tout un lien avec la fanfare. Dans la bande, Théo, c'est celui qui a eu la bonne idée il y a 15 ans de créer ce groupe joyeux, bordélique et festif. Lui, il a fait son internat à Nantes, avant de revenir à Paris pour mon plus grand soulagement. Il y a aussi Johan. Le but, c'est qu'on aille voler maintenant, en fait. Hein. Qui a fait son internat de médecine générale avant d'aller mener la vie au grand air, à Pau, où il continue de développer sa passion immense pour le parapente. Et enfin, il y a Alix. T'es pas trop dispo en ce moment, non? Qui a fait son internat de psychiatrie à Bordeaux avant de revenir à Paris. Alix, je l'esquive un peu ces derniers temps, parce qu'elle croit que je vais pas bien et elle veut absolument m'en parler. C'est les psychiatres, ça. Toujours à vouloir creuser dans la tête des gens. En tout cas, avec Théo, mes journées ont toujours été saupoudrées de musique, de discussions passionnantes et de franches rigolades. Le genre d'amitié qui ouvre grand l'esprit. Là, tu me... Tu sais que j'ai fait tout le trajet en me demandant ce que tu voulais bien me montrer. Là, tu vas voir. Peut pas te Genre, c'est vraiment un truc de ouf. Oui. Ouais. C'est quoi, c'est une vidéo de la fanfare? C'est une vidéo d'avant la fanfare. Avant la fanfare. Ouais. Donc avant même qu'on se rencontre.
On a passé nos études à rêver d'une vie itinérante, d'artiste bohème, loin de la médecine. Mais lui, contrairement à moi, il a réussi à concilier la médecine et l'itinérance. Je me souviendrai toujours de ce moment où il m'a annoncé, avec son regard bleu malicieux, Ça y est, c'est bon, j'ai eu la réponse et c'est positif. Ça veut dire que je pars en Antarctique. J'ai trop hâte de te raconter un peu tout ça et je te dis à très vite. D'abord médecin, à bord du Marion Dufresne, pour les terres australes françaises. Il part ensuite 3 mois, traverser cet immense désert de glace dans des tracteurs énormes, coupés du monde, à se réchauffer le soir, au coin du feu, aux côtés des autres membres de l'expédition. Et aujourd'hui, Théo a trouvé sa voie. Il bosse au SAMU de Paris, au contact brut de la réalité. Il soigne dans la rue ou à domicile, des taudis les plus insalubres de la capitale aux hôtels particuliers les plus chics, des overdoses en boîte de nuit au massage cardiaque au pied du lit. Une médecine de terrain, sans filet, sans artifice. Et c'est ça qui lui plaît à Théo. Être seulement avec un ambulancier et un infirmier, quelques machines de débrouillage et des médicaments d'urgence. C'est sa médecine à lui, celle de première ligne. Bon. Voilà, le suspense est à son comble. Il est où mon ordi? Il est là mon ordi. Il ouvre son ordinateur, clique sur un onglet déjà ouvert sur YouTube. T'es prêt? Action. Malgré le faible nombre de pixels, je reconnais immédiatement la scène. Ces sons de chaos, ces cris de terreur, de panique générale ne sont pas ceux d'une scène de guerre. Je reconnais ces sièges, cet amphi immense et surtout, cette journée de rentrée 2007 à la faculté de médecine de Bichat. Les premières années qui débarquent se font sévèrement bisuter par les redoublants qui leur ont réservé des œufs et de la farine. Et ils ont visiblement prévu de leur préparer joyeusement une pâte à crêpes sur la gueule. Le sourire de Théo n'a pas diminué, bien au contraire. Ah ouais. Et là où c'est dingue, c'est quand il voit, mec. Quoi? Ouais. T'es sur la vidéo. Alors là, pas de doute, c'est moi. J'ai mis ma plus belle chemise, j'ai rasé mon duvet, je suis allé chez le coiffeur quelques jours plus tôt parce que je voulais être beau gosse pour ce premier jour sur les bancs de la fac. Perdu au milieu de cette bataille d'œufs, je regarde, au loin, hagard. Mais où est-ce que je me suis retrouvé? Qu'est-ce que c'est que ce monde de fous? Ça va durer toute l'année, ce bordel? Toi, tu te rappelles de ton ressenti de ce premier jour, cette première seconde où tu te retrouves face à ce spectacle? C'est vrai que c'était une journée assez violente, plein d'égards, mais c'était plutôt que la peur de pas y arriver. Ce qui m'a dérangé dans cette première rencontre, c'est que ça aurait pu être un accueil festif. Ça aurait pu être des doublants qui vont te faire rentrer dans ce nouveau monde qui est l'après du lycée, quand on a passé le bac. En fait, on est sorti de l'œuf, quoi. Et c'est en ça que je trouve ça un peu dommage que ça pourrait être le grand frère qui t'accompagne, et au lieu de ça, c'est le grand frère qui te tabasse, quoi. Le grand frère qui te tabasse en première année, c'est le parfait symbole de ce qui nous attend par la suite. Comme un avertissement qui dit « Bienvenue en médecine. On espère que vous êtes bien accrochés à votre slip parce que, vous voyez ça, c'est que le début. Le début d'une certaine violence entre confrères et consoeurs, qu'on retrouve ensuite très rapidement les années suivantes au CHU. Des étudiants entre eux, ça devient ensuite les internes avec les étudiants, puis les seniors avec les internes, puis les chefs de service avec tout le monde. Et de manière très paradoxale, c'est la violence du métier et de la formation qui nous donne l'impression d'être d'authentiques survivants et qui crée derrière ce qu'on appelle l'esprit de corps. Je regarde l'écran de l'ordinateur de Théo. La vidéo est toujours arrêtée sur cette image de moi en train de tirer la gueule. Et ce gars sur la vidéo, il s'attendait à quoi au juste ? « 2007, je suis au lycée, je porte des pantalons de skater alors que j'ai jamais touché un skate, mon acné commence enfin un peu à se calmer et on répète avec mon groupe de rock dans mon garage. À cette époque-là, les séries médicales font un tabac. Grey's Anatomy, Nip Tuck, bientôt suivi par Dr House ou encore Scrubs. Dans ces séries, tout le monde est beau et super intelligent. Les hôpitaux sont modernes et élégants. Il se passe des trucs passionnants en permanence. L'internat a l'air d'être dur, certes,
Mais chaque patient est une véritable leçon de vie. Aucun cas ne ressemble au précédent. Et tous sont de véritables mystères médicaux qui se résolvent à la manière d'une enquête policière. Le tout sans jamais avoir à gérer la moindre corvée administrative. Les conflits sont résolus de manière constructive et tous les soignants nouent des relations authentiques, fortes, sincères entre eux, quand ils ne couchent pas ensemble. Ma grimace sur la vidéo, en fait, c'est un moment historique. C'est la première rencontre entre mes idéaux d'adolescent et l'implacable réalité. Et l'implacable réalité, elle, s'est mise en travers de tout mon parcours. De cet objectif de devenir médecin jusqu'à aujourd'hui. Être enfin devenu médecin, mais ne plus avoir l'envie de me lever le matin pour aller au travail. Et je voulais savoir, toi, c'est quoi qui te fait te lever le matin pour aller au boulot? Moi, j'ai fait un médecine générale desk d'urgence. Donc ça veut dire que j'ai vu tous les 6 mois plein de nouvelles choses. Après, t'as fini, tu deviens urgentiste. Et c'est un métier qui est franchement pas facile à faire parce que soumis à beaucoup de stress et de tension, quoi. Ça m'est arrivé à un moment donné où je me suis dit, je peux pas exercer comme ça en fait parce que je vais forcément devenir maltraitant. Et c'est vrai que la chance que t'as quand t'es en camion, c'est que tu prends en charge un patient avec une équipe, un infirmier, un ambulancier, un patient à la fois. En fait, t'as tout le loisir d'apporter tout ce que tu penses être bon en tant que médecin. Et j'avoue que en ce moment, ce qui me convient bien, c'est d'avoir la chance de pouvoir exercer la médecine comme je l'entends. Il a raison. C'est un luxe de pouvoir ne s'occuper que d'un patient à la fois. Un peu comme nous au bloc opératoire, notre sanctuaire. Quand on est habillé en stérile, en train d'opérer, sauf cas de force majeure, en général le chirurgien, on le dérange pas. Mais moi, c'est pas du tout ça qui me donne envie de me lever le matin. Personnellement, ça me suffit pas. Et j'ai envie de lui poser une question que je lui ai jamais posée. Comment est-ce qu'il a décidé de devenir médecin? Si j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai commencé médecine, tu rends fier tes parents en faisant des études, donc il y a un côté bon fils, bon élève. Tes parents t'ont poussé dans cette voie ou... Non, ils m'ont pas poussé. Officiellement, ils m'ont jamais poussé, mais je pense que ils ont planté des graines dans ma tête jeune. Et mon but, c'était de me dire, je ferais médecin pour être médecin d'expédition. Et tu savais que c'était possible? Je savais que c'était possible parce que j'avais rencontré un parent d'élève de ma mère qui était explorateur. Et je l'ai rencontré parce que je lui ai demandé comment ça se passait pour sa santé. Et il m'avait expliqué, il avait son médecin qui l'accompagnait. Et je me suis dit, métier de rêve. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux partir avec ce genre de type et aller bourlinguer, voir le monde, parcourir les océans, juste en étant médecin. C'est comme si c'était un ticket gratuit, quoi. Et toi, c'est quoi ta motivation initiale? L'étincelle qui a fait toi médecin que t'es aujourd'hui? Merde. Mais en fait, à moi non plus, je me la suis jamais posé cette question. Mais comment est-ce que j'ai pu me lancer là-dedans sans réfléchir? Parce que je suis admiratif de Théo, que sa motivation remonte à aussi loin et qu'elle ait toujours été aussi claire. Dans le fond, je suis un peu jaloux aussi. Parce que j'aurais même posé les bonnes questions avant. Pourquoi est-ce que je me suis engagé là-dedans? En fait, si j'essaye de me souvenir de mon étincelle à moi, qui a allumé la flamme, j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Aussi loin que je m'en souvienne, depuis la plus petite enfance, j'ai toujours été mis sur des rails, que j'ai toujours suivis aveuglément. Comme Théo, j'ai voulu rendre fiers mes parents, car très tôt, ils m'ont dit « Tu seras médecin, mon fils. » Tu seras médecin, mon fils. Tu seras médecin, mon fils. Et ce soir, je suis invité à dîner chez eux pour célébrer leur fierté. Félicitations, mon fils. Je suis très content. Aïe, aïe, aïe. Tu sens comment, bien? Zut. Il va falloir que je garde pour moi tout ce qui me traverse et que je souris toute la soirée. S'il y a bien des gens à qui je peux difficilement confier mes doutes, c'est mes parents. Les rares fois où j'ai émis la moindre incertitude, ça a toujours été balayé par des « C'est pas grave, t'inquiète pas. » Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais. En fait, tout démarre d'un mensonge originel. Tu verras. La première année, c'est la plus difficile. Sauf qu'à peine remis du concours et prêt à mener la grande vie, surprise,
j'ai découvert qu'un autre concours, national cette fois-ci, nous attendait au bout des 6 années de tronc commun, bien plus difficile. Et après ça, c'était « ça ira mieux quand tu seras interne », puis « ça ira mieux quand tu seras assistant ». Et là maintenant, ça ira mieux quand ? Quand je serai mort ? Je préfère pas évoquer mon mal-être. Leur réaction risque de m'agacer et j'ai pas envie de gâcher l'ambiance. Tu veux rajouter ? Pierre, tu veux rajouter ? Oh là là, attends, là c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas faim? Si, mais là trop, quoi. Mon père Karim, lui aussi, est médecin d'ailleurs. On est arrivé d'Algérie quand j'avais 1 an. Quelques années plus tôt, il vient de finir sa formation de médecin généraliste et ouvre un cabinet à Sidi Bel Abbès. Quand vient l'appel de son service militaire, pour lui, c'est un signe. C'est le moment d'aller vivre cette vie qu'il a toujours fantasmée. Celle où il vivrait en France. Élèverait ses enfants en France pour leur offrir un destin plus large, avec plus de choix, plus de possibilités. Une vie de réussite. Pour lui qui a été élevé dans une famille francophone, la barrière de la langue serait un obstacle de moins. Sauf qu'à son arrivée, il y en a pourtant un de taille. Son diplôme de médecin algérien n'est pas reconnu. Alors il enchaîne les petits boulots, et c'est sans broncher qu'il va, comme des milliers de médecins étrangers, avant lui et après lui, redevenir interne. Enfin plutôt, faisant fonction d'interne. De la main-d'œuvre pas chère, quand elle n'est pas gratuite et corvéable à merci. Bien avant les lois sur le repos de garde ou sur le temps de travail. C'était comment d'être faisant fonction d'interne dans les années 90 ? Alors, faisons fonction d'interne, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Non mais c'est ça. Quand j'étais venu en France, je suis resté quand même longtemps avant de pouvoir exercer. Pendant ce temps-là, je faisais des petits boulots à droite à gauche. Les soirées étaient des soirées de demande à l'époque, il n'y avait pas de mail, il n'y avait rien, c'était écrite. Donc je faisais du courrier partout en France. J'étais prêt à quitter Grenoble pour avoir mon premier poste, j'avais pas d'argent. Je commençais à souffrir sérieusement sur le plan financier, sachant que j'étais marié avec un enfant. En bas, le premier demande d'entretien qui venait de l'hôpital d'Aix-les-Bains. Ils appelaient ça faisant fonction d'interne, en fait, c'est pas le terme. C'était le seul moyen pour nous et le seul statut qu'on pouvait avoir en tant que médecin étranger, puisqu'on n'était pas inscrit au Conseil de l'Ordre. Donc le seul truc qu'on pouvait faire, c'est toujours faisant fonction. Donc c'était un espèce de contrat entre toi et l'hôpital, mais en fait, l'hôpital te connaît, mais personne d'autre te connaît. J'avais signé un contrat pour 10 jours pleins, 10 fois 24 heures, pour à l'époque l'équivalent de 1000 ou 1200 euros. Pendant que moi, j'apprends à dire mes premiers mots et à faire mes premiers pas, mon père, lui, fait des gardes de 72 heures sans interruption. J'avais cette envie de vouloir tout faire. Et la particularité du médecin étranger, c'est qu'on t'a tellement interdit d'être comme les autres au début, puisque tu n'avais pas la même paye, puisque tu n'avais pas les mêmes reconnaissances, puisque tu étais inconnu du Conseil de l'Ordre, c'est que tu as envie de faire 2 fois plus que les autres. Cette flamme dans les yeux quand il me dit ça, je la reconnais. En l'écoutant parler fièrement de tous ces obstacles surmontés, ça me revient maintenant. J'ai fait médecine parce que je voulais être un héros. Comme mon père. Quand il nous racontait ces histoires incroyables le soir au dîner, je voyais la médecine comme une promesse d'aventure immense. Le SAMU d'Aix-les-Bains n'était pas censé faire du secours mental. C'était l'hôpital d'à côté, Chambéry, qui avait une équipe de médecins formés au secours mental. Et donc ce jour-là, on me dit, toutes les équipes ne sont pas dispo. Et donc, il va falloir que tu y ailles. Donc c'était un parapontiste qui s'était vautré. Et donc on m'a dit, t'as un hélico qui t'attend, t'as donc un pompier qui vient te chercher et qui va t'aider. T'as pas d'infirmier, t'as rien, hein. Il m'emmène à la DZ, en fait, la drop zone des pompiers. Et là j'avais un hélico qui m'attendait, moi j'étais en tenue, avec des sabots. Ouais, papa en tenue du coup. Ouais, j'étais en tenue d'hôpital. Ouais, c'est ça. Voilà, d'hôpital avec des sabots. Et donc il me voit arriver, il dit c'est quoi ce bonhomme là? Il me dit t'as déjà fait du secours? Moi je dis non, jamais. On dit t'as déjà été électroyé? Jamais. On dit t'as pas de tenue, t'as pas de baudrier? Alors il me dit écoute on va t'expliquer. Bon il m'a dit d'abord tu vas changer de chaussures.
Quand tu vas descendre, on va te mettre une sangle autour de tes épaules, enfin sous les bras, et ne lève surtout pas les bras au moment où tu descends. Et donc je suis allé, j'étais en sueur, je ne pouvais pas y rigoler, j'avais l'habitude, j'étais à l'aise et tout. Moi j'étais en sueur, j'arrivais même pas à parler, j'avais le souffle coupé, j'avais l'impression que c'était la fin, que j'allais sûrement rien. Et là, il fallait faire semblant comme si de rien n'était. Et dans ma tête, toujours, oui, t'es capable, ouais, t'es capable de faire ça, c'est pas grave, ne dis pas, c'est la honte. Toujours cette histoire d'avoir peur de décevoir. Et la honte de dire, je sais pas, donc, voilà. Et du coup, j'arrive, et là, je descends. Bon, c'était pas méchant. Du coup, le fait que ça soit pas très grave, il est là, il n'y avait pas besoin ni de le réanimer, ni de le perfuser, donc c'est vrai que ça faisait... J'avais moins de frayeur. Voilà, ça c'était mon premier vol. Sauf que j'ai plus 5 ans. Et que maintenant, je connais les coulisses de l'hôpital. Je sais que mon père nous racontait la partie glorieuse du métier. Et omettait tous ces coups durs, tous ces patients perdus, ces erreurs, ces humiliations de la hiérarchie, et tous ces moments en famille qu'il n'a pas pu passer avec nous. Aujourd'hui, je le sais. Le récit de ces journées au SAMU était tronqué. Peut-être pour me donner envie de faire ce métier, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'en médecine, on ne se plaint pas. Même en travaillant dans l'un des services les plus durs et les plus ingrats de l'hôpital, jamais je ne l'ai entendu dire que son boulot l'épuisait. Être médecin, c'est devenu son identité. Pourtant, rien ne laissait croire qu'il le deviendrait. Est-ce que toi, tu te souviens de comment t'es venue l'idée de devenir médecin ? J'étais perdu. Quand j'ai eu mon bac, je savais pas trop. Je suis parti dès que j'ai eu mon bac pour les vacances. Et malheureusement, je me suis trop occupé à m'amuser et je suis allé m'inscrire en septembre. Et c'était trop tard pour s'inscrire. J'allais m'inscrire pour faire ingénieur du froid. Donc j'étais obligé de revenir en Algérie. Et donc en revenant en Algérie, j'ai appris que ma soeur m'a inscrit en médecin. Voilà. Bon, en vrai, c'est pas tout le monde qui se retrouve embarqué dans ce métier par hasard. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir médecin ? Avant de me lancer, j'avais surtout les arguments de mon père pour me convaincre. Il me disait par exemple qu'être médecin, c'est d'abord la sécurité de l'emploi. Le chômage n'existe pas. Être médecin, c'est aussi la garantie d'une certaine reconnaissance sociale. La chirurgie, ouais, ça me plaît bien, mais bon, ça fait quand même suer, quoi. Et C'est comme tout, hein. C'est plus t'en fais, mieux tu te sens. Je le regarde me dire ça avec toute la fierté du monde. Mais je le vois bien aujourd'hui. Mon père, il est fatigué. Il s'est tellement donné qu'il a constamment mal au dos. Il a des acouphènes, des troubles du sommeil, de l'hypertension. C'est super tous ces beaux discours. Mais toutes ces gardes qu'il faisait à l'époque, elles ont des conséquences bien réelles aujourd'hui. Sur le mur du salon, un cadre est accroché avec une photo de notre famille quand j'étais enfant. Sur la photo, mon père a le teint pâle, les traits tirés. Il était probablement en lendemain de garde. Et puis sur la photo, il y a moi. Et en voyant ma tête, ça me revient. Quand j'étais gamin, le métier de médecin me semblait presque mystique. Soigner, c'était presque comme un super pouvoir. Mais quand on arrive à la fac, c'est dur de tenir seulement avec ça. Alors pour le concours, je me suis trouvé de nouvelles motivations. Comme celle d'être le plus performant, être meilleur que les autres, par esprit de compétition. Voir mes camarades de promo comme des rivaux, des challengers, que j'affronte dans une battle royale épique et pleine de rebondissements, pour mieux faire passer les cours indigestes de chimie organique ou d'anatomie de la face antéro-externe du processus piriforme du trou du cul de l'orteil droit. Et les années passent, et on se retrouve enfin au contact des patients. On découvre alors le fonctionnement des services hospitalo-universitaires, avec l'apparition d'une nouvelle compétition encore plus féroce et violente, la hiérarchie hospitalière et ses guerres de pouvoir. Une hiérarchie tellement verticale qu'il faut incliner la tête bien en arrière pour regarder au sommet. Et se surprendre à s'imaginer un jour professeur ou encore chef de service pour être le plus puissant, le pouvoir et l'ambition, pour avoir enfin le privilège de pouvoir chier sur tout le monde. Aujourd'hui, plus aucune de ces raisons ne me semble suffisante pour continuer.
Rien ne justifie de rester engagé dans une atmosphère aussi hostile. J'ai besoin de légèreté. J'ai l'impression que quelque chose a été réprimé pendant des années. Mais quoi ? Merde, alors je fais quoi maintenant ? Je vais quand même pas arrêter après 13 ans de formation. Mes parents ont tout fait pour moi. Je peux pas les décevoir. Mon père s'est tellement démené pour en arriver là. Pourquoi est-ce que je peux pas en faire autant ? La honte. Mais moi, j'aimerais bien voir grandir mes enfants plus tard. Non, je peux pas continuer. Sinon, je vais me bousiller. Je suis pas heureux dans ce métier et je le serai jamais. Quelque chose s'est cassé. Je sais pas encore quoi. Je sais pas encore pourquoi. Mais ça veut dire que j'aurais fait tout ça pour rien ? Je veux juste m'enfuir en courant. Changer de vie. Changer de vie. Ok, mais pour faire quoi ? Je me déteste. Les patients ont besoin de moi. Les autres soignants aussi ont besoin de moi. Je suis qu'un putain de déserteur. Un déserteur qui a pas les épaules. C'est sûr. Nina va me quitter. Non, faut que je m'écoute. Ouais, écoute-toi, Yas, pour une fois. T'as trop tiré sur la corde. Tu veux pas revenir au boulot, c'est mort, ça va te buter. Pour une fois dans ta vie, écoute-toi, putain. T'as trop fait concession. Tu dois reprendre là demain, retrouver ton putain de boulot et tes putains de chefs. Non, tu peux pas continuer. Tu peux pas, putain, ok ? C'est quand même dingue que tu t'obstines. Tu juges tes chefs, mais toi aussi t'as tes défauts. T'as même pas le courage de le dire à tes propres parents. Si, je vais leur dire. C'est ça, ouais, tu vas leur dire. Ouais, je vais leur dire. C'est ça. Si, je vais leur dire. Vous savez quoi ? J'arrête. Tu arrêtes ? T'arrêtes quoi ? T'arrêtes de manger ? Qu'est-ce qu'il arrête ? Je sais pas ce qu'il a dit. J'arrête mon métier. Il est en train de divaguer. Tu arrêtes ton métier ? Merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Médecin malgré moi est un podcast écrit et réalisé par Yacine Belladj et Samuel Just, qui est également responsable du montage et de l'habillage sonore. Lucie Réjas est à l'origine de la conception graphique. Nous remercions chaleureusement Théo Timgault, Karim et Hanan Belladj, Jean-Michel Flavigny et Axel Adabashi pour leur aide à la production de cet épisode. Nous remercions également nos généreux mécènes et plus particulièrement Oumama Badarani, Victor Basset, Valérie Buffon, Léo Cornec, Sylvie Ginja, Adrien Isidorzik et Nicolas Merzo. Si vous aimez notre travail, la plus belle des manières de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire pour le référencement. Et bien sûr, de partager cet épisode autour de vous ou sur les réseaux. Rendez-vous au prochain épisode.